Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. J'ai juste un truc à vous dire. Il y a une FAQ qui va sortir d'ici les prochaines semaines, les prochains jours, bref, je ne sais pas quand, mais qui va sortir au mois de novembre. Et c'est vrai qu'il y a une question qui est revenue et je préférais y répondre tout de suite pour pas que les gens aient des attentes et qu'ils soient déçus. Notamment si je viens dans telle région ou telle région pour dédicacer. En fait, je pensais que les gens... Là, je filme au mois d'octobre. Et on parle déjà de reconfinement, on parle déjà de choses où on peut pas être plus de 6. Donc en fait, les dédicaces, c'est plus possible dans la plupart des lieux. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai pas de nouvelles, je peux pas dédicacer. Même en 2021, on n'a pas la vision. Donc pour l'instant, c'est un peu le flou. Donc ces questions-là, je préférais vous répondre tout de suite. Je n'en sais rien. Voilà, malheureusement, c'est autant préjudiciable pour vous que pour moi, hein. Ça, c'est vraiment très embêtant pour... nous deux on va dire, et ce qui fait que voilà, je préférais vous prévenir tout de suite. Pour l'instant j'ai aucune vision et ça va pas être possible je pense avant quelques mois malheureusement, et je suis la première qui est un petit peu triste du constat, mais bon, on fait avec et on n'a pas trop le choix non plus. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Il y a encore de la fantaisie parce que c'était le mois de l'imaginaire. Donc je vous présente La couleur venue d'ailleurs de Lovecraft. Alors c'est un tout petit livre qui fait je crois 65 pages. Donc ça se lit extrêmement vite. C'est clairement de la science-fiction. C'est un récit où il y a une espèce de météorite qui tombe au sol et il y a des trucs chelous qui se passent. Tu vois, l'histoire se passe en 1882. Ça pouvait extrêmement faire peur. Voilà, il y avait ce côté un peu horrifique, un peu épouvante, qu'en 2020 on a un peu du mal à comprendre parce que c'est très classique comme histoire, on a déjà vu des centaines et des centaines de fois, t'es pas forcément surpris, mais ça montre qu'à l'époque ça a effrayé, c'est quand même un classique. C'est peut-être ce texte-là qui a un peu mis en avant ce genre d'épouvante qui ont, voilà, là on parle de météorites, mais à tous les coups, grâce à ça, on a eu Alien ou ce genre de film après, tu vois. Mais c'est très intéressant de voir Lovecraft dans un genre qui fait un peu moins la science-fiction. Là on est plus dans la science, quoi, sur des problèmes scientifiques. Le thème de la science c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent chez Lovecraft, mais ici on a vraiment l'impression d'avoir un pitch de SF au début. Pour ma part j'ai trouvé que c'était très sympa, c'est assez différent, donc ça permet de découvrir un autre Lovecraft. Après c'est hyper court, donc le récit, il n'y a pas tant de choses qui se passent que ça, mais je pense que c'était novateur pour l'époque, et rien que pour ça c'est à découvrir, et cette édition est toujours aussi belle, et franchement ça fait 60 pages, hein, donc ça se lit hyper vite. Et je pense juste que cinématographiquement parlant, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a dû y avoir des adaptations de cette nouvelle-ci, mais ça pourrait être intéressant au vu de comment est l'histoire. Je pense que ça pourrait être visuellement impactant, donc je vous le conseille pour ça. Ensuite, on passe à des romans qui sont un peu plus touffus, donc je peux dire un peu plus de choses, on va dire. Et là, on passe à un livre qu'une abonnée m'a envoyé, donc merci encore Lou. Donc parce qu'en fait, je ne le trouvais plus et que je ne veux pas acheter sur Amazon, voilà, et que cette personne travaille à la Fnac, si je me souviens bien, ce qui fait qu'elle me l'a envoyé, et ça a été une très très bonne lecture. Je parle de Superman Red Son. Donc en fait c'est un pitch hyper basique. Superman, donc vous connaissez l'histoire du gamin qui vit dans l'espace et qui est envoyé sur Terre, en clair, par ses parents parce que voilà, la planète, il faut qu'il le sauve, le petit. Et donc il est envoyé, normalement il tombe aux États-Unis. Voilà, il est récupéré par ses parents, il y a toute son aventure. Et ici en fait, au contraire, il tombe en URSS sous l'époque de Staline, ce qui fait que Superman va être utilisé comme une arme de guerre et notamment une arme de propagande. Et en fait ce livre a une donnée politique très importante. Il y a Staline dans le bouquin, et Superman, je veux pas vous dire ce qui va se passer, mais on a toute une critique sur le régime totalitaire et aussi une critique un peu sous-jacente des États-Unis. Et c'est un livre qui est hyper triste à certains moments parce que comme c'est une réinterprétation, il y a toute l'histoire d'amour avec Lois Lane par exemple qui est sous-jacente un peu dans le livre et c'est hyper triste. Il y a cette opposition avec Lex Luthor, bref, qui est États-Unis, Russie en pleine guerre froide, quoi, l'Empire l'URSS. Et en fait c'est vraiment très intéressant au niveau politique. Il y a beaucoup de rouge, c'est vraiment du choix parce que même les vignettes par exemple, certaines sont en rouge, donc c'est très bien pensé. Donc il y a même une réinterprétation, j'ai beaucoup aimé la réinterprétation de Batman parce que ça parle du pouvoir, c'est une critique du pouvoir et de la tyrannie aussi, et de plein de régimes politiques, donc ça c'est intéressant. Et dedans, dans celui-ci, il y a une BD, une nouvelle à la fin, j'appelle ça une nouvelle, mais bref, un chapitre qui se passe dans l'univers de Superman avec une rencontre entre Superman et le Joker qui est très intéressante, j'ai beaucoup aimé. C'est des planches qui ont été rajoutées, c'est pas le Red Sound de
de base, quoi, parce que ça n'a pas vraiment rapport avec l'histoire de base, mais c'est une autre nouvelle qui est dedans, et franchement ça a été vraiment une claque. Au niveau graphique, c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup ce style de dessin. Il n'y a pas trop de pattes hyper visibles, mais ça a un côté un petit peu kitsch aussi qui fait que t'es vraiment dans ces années-là. En plus, les personnages sont assez vieux dans l'histoire. Hein. Loïs est une femme au bout d'un moment assez âgée. Donc franchement, ça a été vraiment une super découverte. Et ça parle aussi de la relation entre Superman et Wonder Woman aussi d'une certaine manière. Et tout ce qui aurait pu changer en fait. J'adore ces postulats où si on part d'un autre point de vue, Superman qui est quand même la représentation, on va dire, des États-Unis, peut devenir une arme puis mine de rien ça parle aussi de choses qui se sont vraiment passées comme la copie des armes par exemple, le fait d'avancer pour la technologie pour devenir de plus en plus fort. Il y a plein de thématiques que je vous conseille et franchement il y a des moments c'est assez triste et je l'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est un de mes préférés que j'ai lu dans cette collection là, donc je vous conseille. Je pense que si vous aimez l'histoire ça peut être aussi une manière un peu ludique de la découvrir aussi et de voir un peu tous les clins d'œil, mais franchement c'était très intéressant et je vous conseille pour ça. On quitte le mec qui porte son slip au-dessus de son legging pour passer à quelque chose d'un peu plus oriental et ensuite je vous parle bien sûr des salauds gentilshommes, mais je voulais déjà vous parler d'une très bonne lecture. Il s'agit de La Croisade éternelle, donc de Victor Fleury, la prêtresse guerrière. La Croisade éternelle, ça avait été un coup de cœur, le premier qui est sorti l'année dernière. En fait, le pitch de départ, c'est une jeune femme, une femme plutôt, qui est l'oblate, donc dans cette mythologie-là, le prince héritier et d'autres personnes, on va dire, qui sont puissants, possèdent des oblates, donc ce sont des personnes qui vont représenter une certaine partie de leur corps. Typiquement, t'en as un de l'esprit, t'en as un du corps, donc le prince les vole, en fait, il partage ce sens, en fait. Et donc la femme qu'on suit, elle partage ses sensations. Et ils ont été amants. C'est très important dans l'histoire, donc il y a eu une histoire d'amour qui s'est pas forcément très bien finie. Et donc, elle est forcée de l'accompagner à l'étranger dans une croisade, et en parallèle, elle a eu un fils. Je vous dis pas avec qui, comment, parce que c'est vraiment très important dans l'histoire, et elle souhaite tout faire pour le récupérer. Le tome 1 se finit sur un cliffhanger hyper triste parce que même si les personnages sont horribles, il y a un personnage notamment, pour ceux qui l'ont lu et reconnaîtront, que j'adorais dans l'histoire et qui est plus présent dans ce tome-ci. Et donc là, on continue de la suivre, elle, notamment dans cette croisade, face à cette nouvelle problématique qui est donc l'essentiel du tome 2 et face à cette croisade en fait qu'il faut aboutir. Et en parallèle, on suit aussi son fils qu'on suivait pas beaucoup, qui ne sait rien de ses origines, on lui a tout caché, et qui va être forcé de devenir l'oblate de la princesse héritière, et tout va pas aller comme il faut, on va dire. Celui-ci, je l'ai trouvé très différent, j'ai moins aimé, faut dire ce qui est, je l'ai moins aimé, très différent. Ce que j'adore dans ce récit, c'est que le personnage féminin est hyper cruel dans ses choix. Elle a des problèmes à faire des choix horribles, mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et elle est prête à faire des sacrifices, et on le voit dans celui-ci. Et donc celui-ci prend des tournures hyper étranges, et donc ça mélange plein de mythologies, et t'es en mode d'accord, ok, bon, d'accord, comme ça. T'es un peu perdu à certains moments. Moi j'ai vraiment eu cet effet de, il y a plein de choses qui se passent, on sait pas du tout où on va aller. Le premier c'était assez linéaire en termes de lecture. Là en même temps, moi j'aime bien parce que tu sais pas où tu vas, et surtout la fin. Cette fin est horrible, je crois que c'est une des pires fins que j'ai lues, horrible dans le sens qu'on a qu'une envie, c'est de savoir le tome 3. Et donc il y a tout ce parcours, cet univers que j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est très empreint d'Égypte, je sais pas pourquoi, parce que c'est moi qui le lis comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Là il y a des nouveaux personnages qui sont intéressants, notamment son fils est quand même plutôt agréable à suivre, c'est un personnage attachant, et on a un nouveau méchant, un vrai méchant on va dire, présent dans l'intrigue, et en même temps, est-ce qu'elle est vraiment méchante, pas méchante? C'est toujours la question dans ces romans-là. Mais ce qui fait que y a plein d'informations, et je pense qu'il est vraiment transitif celui-ci. C'est pour ça que je suis un peu en mode, j'attends de voir le tome 3, parce qu'il y a plein de jalons qui sont posés, je pense, pour un tome 3 époustouflant. D'après moi, c'est ça, parce que y a vraiment des choses auxquelles vous n'allez pas vous attendre, hein, parce que c'est assez improbable, mais en même temps c'est ce qui fait la qualité du récit. Et en termes de paysage, moi j'aime beaucoup tout ce qui est décrit, la magie est plutôt sympa et originale, c'est vraiment un truc qui est original. Simplement, ça va pas vraiment dans le sens où je voulais que ça aille, on va dire. Donc c'est peut-être ça qui fait que la lecture, je l'ai un petit peu moins appréciée, mais en même temps, qui suis-je pour décider ce que l'auteur va faire de son histoire? Mais c'est vrai que c'est assez perturbant pour ça. Et le personnage est tellement froid parfois
que tu te détaches un peu d'elle parce qu'elle est vraiment extrêmement froide. Et il y a des personnages qui meurent dedans, j'étais en mode ah. Et en même temps, il y a plein de questions qui sont posées pour la suite et j'ai vraiment hâte de savoir. Je pense que le gros point fort de cette série, c'est l'originalité du monde dans lequel... Il y a vraiment des très très bonnes idées qu'on voit pas toujours. Moi, il y a cette espèce d'Égypte qui sort, je sais pas où, mais qui sort du récit. Un bon récit qui est original et qui va vous faire sortir des clous. Après, je me demande que si vous n'êtes pas trop habitué à la fantasy, si ça va vous plaire ou pas, parce que c'est assez original et ça va pas trop sur des clichés qu'on a déjà vus. J'aime beaucoup le fait que le personnage soit une mère, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup en fantasy et c'est beaucoup creusé là-dessus. Il y a toute une mythologie qui est mise en route. Donc ça aussi c'est intéressant, tu sais pas trop où ça va mener, en fait c'est surtout ça en fait qui m'a un peu désarçonné dans le roman, je ne sais pas où on va. C'est exactement ça, je ne sais pas où on va du tout. Donc voilà, mais en même temps ça a été une très bonne lecture. Le tome 1 était tellement... Le tome 1 a été un coup de cœur, j'ai été vraiment plongée dedans. Celui-ci, je l'ai lu extrêmement vite aussi, mais j'ai un petit peu moins aimé à cause de ça. Mais je vous conseille absolument cette série. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne vois jamais, j'en entends jamais parler de cette série, alors que franchement, c'est vraiment très très bien et ça se lit bien et c'est de la fantaisie française, donc autant soutenir les auteurs français aussi. Enfin, nous allons passer au gros morceau de cette vidéo. Ça a été un coup de cœur. Et je pense qu'en fait la croisade éternelle, je l'ai peut-être moins appréciée aussi à cause de ça, parce que ce livre-là, je l'attendais énormément et il me hante. Vraiment, il me hante, les personnages me hantent, j'aime tellement cet univers. Bon, je vais encore vous parler des salauds gentilshommes. J'ai l'impression de passer ma vie à vous parler des salauds gentilshommes. C'est une des sagas de fantasy les meilleures qui soient. Actuellement, c'est une des meilleures, je ne peux pas aller contre cet avis, franchement ça a été un coup de cœur, tous les livres que j'ai lus ont été des coups de cœur. En fait, c'est l'histoire de base de Locke Lamora, donc c'est pour ça que le livre s'appelle Les mensonges de Locke Lamora, le premier tome. Et donc Locke, c'est un enfant qui a vécu dans les rues, qui a été pris sous l'aile d'un espèce de gang au début, puis d'un autre gang. C'est pas vraiment un gang, c'est plutôt lié à la prêtrise d'une certaine manière. Donc toute son enfance, il l'a passé à voler, voilà, à chaparder, dans un monde où on tue les enfants s'ils veulent. C'est un monde qui est quand même très sombre. Il fait sa petite vie, il rencontre Jean, qui devient son ami et qui est donc le second personnage principal de l'histoire. Et dans le premier tome, ils sont adultes, donc t'as une partie où ils sont enfants et une partie où ils sont adultes. Et Jean et Locke et leurs autres compagnons organisent un plan, on va dire. Ils essayent d'estorquer de l'argent à des nobles, sauf qu'en fait, en même temps, ils travaillent pour la mafia et ils n'ont pas prévenu la mafia qui la faisait à l'envers. Et en plus, il y a une histoire de magicien horrible. Les gens qui font de la magie dans cet univers sont extrêmement négatifs. Ce sont des gens qui sont très cruels. La magie est vraiment... c'est rare, tu sais, de pas avoir tant de gens positifs dans la magie. Là, ils sont vraiment horribles tous. Et donc, peut-être parce que on suit Jean et Locke et que c'est eux qui sont dans les mauvaises affaires avec la magie. Mais vraiment, c'est assez sombre. Et pour ma part, j'adore ce récit. Et je le dis encore dans celui-ci, pour l'humour. Et pour l'intrigue, et il y a tout un truc politique. Dans celui-ci, sans vous spoiler, pendant tous les romans, on apprend que Locke a eu une aventure du genre, il a été extrêmement amoureux, et ce depuis l'enfance, d'une jeune femme qui faisait partie de ce groupe, et qui est partie sans qu'on ait d'explication. Et moi ça me comment dire, j'étais très intéressée par ça parce que il en parle et comme on n'avait pas les informations, c'est vraiment, ça tourne, t'as envie de savoir, tu vois. Dans celui-ci, tu vas savoir. Et donc dans celui-ci, ils sont appelés pour des jeux politiques en clair. Il y a une élection et ils vont avoir un rôle là-dedans. Et celui-ci a été vraiment une claque aussi, et notamment le gros point fort, c'est que j'ai adoré l'histoire d'amour, qui est pas vraiment une histoire d'amour d'une certaine manière, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'enfance et pendant l'âge adulte. Le récit est vraiment coupé en deux, donc on en sait beaucoup plus sur l'adolescence de Locke et Jean. La fin du tome 2 est horrible, donc on retrouve nos personnages dans une situation un peu désespérée, et pendant tout le roman ça reste cette situation désespérée, donc c'est hyper touchant, j'ai cru que j'allais chialer à plusieurs moments. Et donc il y a cette histoire d'amour de ouf, c'est une des... Je suis hyper intriguée, j'ai adoré le personnage féminin dans l'histoire, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré le fait que c'est pas un truc du genre ils finissent ensemble et vécurent heureux dès le début de l'histoire, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus complexe et réaliste selon moi, surtout au vu de l'époque et du caractère des personnages. Et j'ai beaucoup aimé ce retour en enfance aussi parce qu'on apprend plein de choses sur comment ils étaient formés, bref, quand t'adores l'univers c'est un véritable plaisir. J'ai bien aimé aussi l'intrigue, mais dans celui-ci je pense que ça peut désarçonner certains parce que
l'intérêt du livre est vraiment ce retour dans le passé et cette relation un peu catastrophique entre les deux personnages. Le complot politique est intéressant, mais c'est par rapport aux 2 autres tomes, c'est quand même assez secondaire et je pense que ça peut désarçonner pour ça. Mais je trouve que c'était hyper important de parler aussi de ce personnage et aussi de la relation qu'elle a avec Jean, hein, et ce livre est hyper touchant parce que je peux rien vous dire parce que c'est du spoil, mais comme il y a tellement de choses qui se sont passées, il y a des gens qui ont plus ou moins disparu de l'intrigue et des moments t'as envie de chialer quoi, parce que c'est horrible. Ils ont une vie vraiment difficile. Je pense que si t'accroches pas à l'histoire d'amour, ça peut paraître un peu long, mais pour ma part j'ai adoré ça et j'ai adoré aussi retrouver Jean et Locke qui sont c'est les meilleurs amis, mais il y a tellement d'amour dans leur amitié que c'est vraiment touchant. C'est très rare, je trouve, en fantasy qu'on a des amitiés qui sont aussi puissantes. C'est toujours aussi drôle, ils se lancent des vannes, il y a plein d'actions, tu t'ennuies jamais parce qu'il y a toujours un truc qui se passe. Et en plus, les chapitres sont faits que ça se passe et il y a toujours un truc à la fin de chapitre qui fait que t'as envie de lire la suite. Et donc là, je prêche pour ce que j'aime, mais pour moi, c'est une des meilleures séries. Il y a tout un, on va dire, presque un dilemme cornélien dans le livre qui est hyper... c'est comme ça, t'es un peu... ça va se finir comment, qui est mis en place. Et franchement, en plus le livre est super, celui-ci. Vous avez pas vu comment il est magnifique. Franchement, il est super. Et il y a toujours ce côté... Alors... à chaque fois, j'ai l'impression d'être un peu dans l'Italie de la Renaissance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression toujours qu'il y a un peu ce côté-là dans le récit. Et là, on va sur une terre qui est différente. Voilà, on voyage aussi, donc à chaque tome, on va un peu dans des lieux différents. C'est pour ça que c'est des livres qui sont aussi intéressants, c'est parce qu'au niveau de l'histoire, c'est hyper complet. Il y a plein de références à ce qui s'est passé. On est vraiment dans un récit où tu penses que tout a été pensé à l'avance et ça se tient, quoi. Franchement, l'intrigue se tient très très bien. Et voilà, là je pense que l'atout vraiment de ce roman-ci, c'est les personnages, et notamment dans la saga en soi, mais là vraiment c'est la profondeur des personnages et l'attachement. C'est sûr que si t'es pas attaché à Jean et à Locke, ça va peut-être pas te plaire, mais pour ma part ça fait partie de mes personnages préférés, et je les aime trop, et j'ai vraiment hâte pour le tome 4, alors pour le tome 4 donc, de Scott Lynch, alors si je me trompe pas, oui, parce que entre Patrick Rothfuss et Scott Lynch, Le Nom du Vent, ce sont 2 séries qui sont assez semblables sur le fait que les auteurs n'ont pas écrit pendant des années. Il faut savoir, celui-ci était prévu pour cette année, Amazon avait mis une date pour cette année, pour août, on n'a pas vraiment d'informations, j'ai juste su que possiblement il sortira en 2021, j'ai appris aussi en faisant des recherches en fait que l'auteur est sujet à une dépression assez profonde depuis des années. C'est pour ça qu'il écrit pas. Et voilà, donc on attend patiemment. Mais c'est vrai que c'est assez... je crois que le tome 4 sera le dernier, il me semble. Mais c'est assez frustrant pour ça, de savoir comment ça va se finir, tout ça, parce que c'est vrai que la fin, notamment il y a tout un creuset sur la magie, parce qu'on a tout un pan de la magie, c'est pas essentiel dans le récit, si d'une certaine manière, mais c'est pas les personnages principaux, mais tout un truc de complot avec la magie qui est creusé, et à la fin t'es en mode what the fuck, il y a un truc de ouf qui se passe à la fin, comme à chaque fois aux fins de... Ces livres sont vraiment horribles au niveau des fins, il y a toujours un truc de ouf qui se passe, et ce qui fait que tu te dis, les personnages ils vont être encore dans la mouise, mais vraiment, donc des fois t'as l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir, et c'est vraiment ça, et au moins dans ce livre-là, c'est comme George R.R. Martin, il y a des morts. Il y a un moment, les personnages, ils sont pas tout puissants. Ça, il y a des personnages importants qui décèdent. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'il y a un véritable réalisme concernant plein de choses. Et j'aime beaucoup, et ça je tiens encore à souligner, que les héros ne sont pas du tout clichés. Voilà, Jean, c'est un mec qui est hyper costaud et baraque et hyper gentil, à part quand il pète des câbles, mais c'est quelqu'un de profondément gentil et doux, alors que son physique indiquerait le contraire selon les clichés de fantasy. Et Locke, c'est un mec qui est tout petit, du genre vraiment au niveau physique, c'est pas un gars qui séduit la donzelle, tu vois, on est vraiment sur un physique peu commun et qui est espiègle, mais surtout qui est torturé et qui est capable de montrer des sentiments. Dans ce livre-là, en fait, je trouve ça hyper bien qu'on ait des personnages qui montrent des sentiments réels, quoi, que c'est pas du genre je suis un bonhomme, là non, il y a quand même autre chose, tu vois, et c'est vraiment bien pour ça, c'est vraiment touchant et c'est ce qui fait aussi la force de ce récit. Je trouve que les personnages sont très réalistes et très touchants. Donc voilà, je pense qu'on en a assez parlé, lisez-le, c'est une série qui est super. Après, attendez-vous à ne pas avoir une sortie du tome 4 tout de suite. Là, c'est, je crois, 2021, mais bon, c'est comme George, il nous repousse les dates tous les ans. Mais c'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande à fond, et ça a été un coup de cœur. Voilà, j'avais envie de vous parler des mensonges de Locke Lamora, et ces éditions en plus sont magnifiques. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu ces romans bien sûr, et je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.